livre est un succès, paraît-il, un succès de librairie. Il semble que tu remplis les salles de débat. J'ai eu des échos de Montpellier où tu avais fait salle comble dans tes débats. La note de lecture qu'on en a publiée sur Oedipe est une de celles qui a été le plus lue, aux environs de 900 fois, ce qui est énorme. Donc, en cette période où la psychanalyse n'est pas spécialement prisée, n'est pas spécialement à la fête, comment est-ce que tu expliques ce succès ? Tout d'abord, je dois te dire que pour moi, c'est une surprise. C'est une surprise en ce sens que quand on travaille sur un objet, on a toujours l'impression que c'est quelque chose qui est très intime, et c'est vrai que c'était un objet qui, bien sûr, est très intime pour moi, cette question de la voix. Et je suis très étonné de voir l'écho que mon ouvrage a. C'est un objet intime, c'est un objet sur lequel, qui te fait travailler depuis très longtemps, et pas seulement du côté de la psychanalyse, que je sache. Oui. Tu peux en dire quelque chose ? Oui, c'est vrai que j'ai rencontré la voix avant de la rencontrer dans la psychanalyse, dans ma psychanalyse aussi, bien sûr, mais je l'ai rencontrée en tant que musicien, puisque j'ai eu une formation de chanteur, que j'ai travaillé plusieurs années ma voix, et que je dis j'étais parce qu'aujourd'hui j'ai plus du tout de pratique musicale de chanteur, j'étais contre-ténor, et puis je me suis aussi intéressé, parce que j'ai longtemps travaillé avec le directeur du Théâtre National de Montpellier, Jacques Nichet. J'ai longtemps travaillé aussi sur la question de la mise en scène, de la place de la voix dans la mise en scène. Donc j'ai fait de la mise en scène d'opéra aussi. Ce qui m'intéressait là, à ce moment-là, c'était de répondre à la question qu'est-ce que c'est que de mettre en scène des voix, hein, non pas simplement comme ça des gesticulations de sublime gosier, hein, comme on peut le voir, mais qu'est-ce que c'est effectivement que cette mise en scène d'une voix, voilà. Et dans ce sens-là, je me suis beaucoup intéressé aussi à Herbert Graf, qui a été le premier metteur en scène d'opéra. Et donc, le Petit Hans. Qui est le Petit Hans. Oui. Tu mets essentiellement l'accent sur ce que tu appelles la matérialité de la voix, hein, que d'une certaine façon tu opposerais à la façon dont certains psychanalystes, on va dire, s'attachent davantage au sens charrié par les mots qu'à la matérialité de la voix qui les porte. C'est-à-dire que la voix, c'est pas le signifiant. Voilà. Jacques-Alain Miller a pu donner une définition de la voix que je trouve assez intéressante lorsqu'il dit « c'est tout ce qui, de la chaîne signifiante, ne participe pas à l'effet de signification ». Et on a eu comme ça des travaux tout à fait intéressants, hein. Je pense à Ivan Fonaï, La vive voix, hein, par exemple, où Ivan Fonaï a tenté d'articuler comme ça, je dirais, des pulsions anales, pulsions orales, pulsions phalliques, à des consonnes, à des modalités de production sonore. Et donc là, on va vers une espèce de psychophonologie. Voilà. Je crois que c'est pas ça, c'est-à-dire que la voix au sens psychanalytique du terme, je crois, en tout cas, ce que je comprends de ce que j'ai pu lire des quelques morceaux que Lacan nous a livrés sur la voix, il y en a peu, tu le sais. Et je crois que la voix en tant qu'objet petit a, on peut l'apercevoir qu'en tant qu'aphone. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en tant que manquante. C'est pour ça que l'imaginarisation de la voix, si on essayait comme ça de lui donner une image, ça serait cette bouche ouverte qu'on connaît dans le cri de Munch. Voilà, ce continu du cri qui n'est pas sectionné. C'est cette dimension-là. Alors, si je m'intéresse aux phénomènes musicaux, c'est que ces phénomènes musicaux permettent d'approcher cette dimension-là. Voilà. Et de voir comment un groupe social tente d'approcher la jouissance, ou une société, ou un individu, tente d'approcher comme ça la jouissance liée à cet objet, et en même temps de le tenir à distance. Voilà. En même temps que ça t'amène à toute une série de considérations cliniques, et de considération de la conduite de la cure, et pas seulement par des analystes. Alors j'aimerais bien que tu me parles de ce moment que je trouve, ce passage,
passage plutôt de ton livre que je trouve très, très intéressant, qui est la cure que fait Farinelli au roi d'Espagne. Farinelli, bien sûr, tout le monde le connaît, c'est le grand castrat du XVIIIe, hein, c'est le chanteur d'opéra. Et en fait, Farinelli avait une carrière extraordinaire. Il était à cette époque-là à Londres, où il était adulé comme ça des foules. Et puis la reine d'Espagne était confrontée à un époux qui était en grande souffrance. Le diagnostic, on ne sait pas, mais aujourd'hui on dirait peut-être un état mélancolique extrêmement grave, puisque le roi refusait de se lever, il refusait de se laver, il pouvait passer des journées comme ça, enfermé, à hurler, quelque chose de tout à fait violent. Et la reine a une intuition géniale, mais vraiment hein, une intuition clinique tout à fait étonnante. Elle se dit, bon, et si je faisais venir Farinelli? Bon, a priori comme ça, on se dit pourquoi. Mais là où elle a une double intuition géniale, c'est que quand Farinelli arrive, parce qu'il accepte, de façon tout à fait étonnante, il accepte alors qu'il est au fait de sa gloire, elle demande à Farinelli de chanter dissimulé. Ça, c'est une très très belle intuition. C'est-à-dire qu'elle demande à Farinelli de se faire pure voix, pur appel. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va s'approcher du lit et qui va comme ça venir chanter hein, dans une modalité presque on pourrait dire maternelle, hein, qui pourrait venir chercher une personne. Non, c'est pas ça. Elle a l'intuition que pour que ça fonctionne, je ne sais pas comment elle réussit à avoir une intuition aussi pertinente, hein, mais pour que ça fonctionne, elle se dit qu'il faut que ce soit une pure voix, qu'on ne le voit pas. Et de fait, quand Farinelli se met à chanter, le roi, d'après ce que nous racontent les chroniques, accepte de se lever. Voilà. Et donc de répondre à cet appel, à cette invocation, hein, je veux dire, anonyme, sans corps, sans image dans un premier temps, que la reine d'Espagne avait créé comme dispositif thérapeutique. En gros, Farinelli, premier musicothérapeute, si on peut dire, de l'histoire de la psychiatrie. Pulsion invocante, effectivement, on en a parlé. Alain Didier Veil a énormément travaillé là-dessus et tu travailles avec lui. Est-ce que tu pourrais dire comment toi-même tu développes cette notion-là et comment tu l'utilises? Je fais l'hypothèse que la pulsion invocante, en tout cas c'est ce qui guide ma réflexion, la pulsion invocante occupe dans la dynamique des pulsions une place à part. Freud avait comme ça mis en évidence un certain nombre de pulsions, hein, je veux dire, bon, elles sont très connues, la pulsion orale, la pulsion anale, la pulsion orale étant articulée à l'objet sain, la pulsion anale étant adossée à la question des fesses. Il a intuité l'idée d'une pulsion scopique, Freud, hein, puisque dans Pulsion et Destin des pulsions, en 1915, il parle de la question de la réversion, voire être vu. Pour autant, il ne va pas le rajouter à la liste. Il faut attendre en fait Lacan, qui va introduire ces deux objets qui sont aussi des objets du désir. Puisque dans la dialectique pulsionnelle, Lacan va dire d'un côté, il y a la pulsion orale qui l'articule à la demande à l'autre, la pulsion anale à la demande de l'autre, et puis le regard qui est le désir à l'autre, et la voix qui est le désir de l'autre. L'autre dont tu parles là, c'est pas le petit autre de l'altérité. Hein. Tu parles là de ce que Lacan appelle le grand autre. Absolument. Et ce qui est l'avancée de Lacan ici, c'est de montrer comment la pulsion s'articule toujours à cet autre. Hein. C'est-à-dire que ce grand autre, bien sûr, hein, ce grand autre qui est, je veux dire, cette c'est pas la mère, hein, voilà, mais qui est un objet quand même particulier dans le rapport auquel l'enfant va se constituer dans cet échange d'objets, de demandes et d'attentes. Et les objets que sont le regard et la voix, ce sont des objets du désir, nous dit Lacan, et ce sera aussi les objets du délire.
C'est-à-dire que dans le délire, il va y avoir préférentiellement la présence de ces deux objets que sont la voix et le regard. Alors la pulsion invocante, c'est la pulsion qui va mettre en jeu cette voix. Alors, quelle est-elle? Eh bien, c'est à la fois la voix de l'infans, l'infans c'est encore celui qui est hors langage, celui qui n'a pas encore accès au langage, et la voix de l'environnement. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait intéressant dans la pulsion invocante, c'est qu'elle met en jeu plusieurs zones érogènes, et cela au carré. C'est-à-dire que si on devait faire le circuit de la pulsion invocante, tu te souviens hein, du circuit de la pulsion que Lacan décrit dans le séminaire 11, hein, avec la zone et puis vous, la flèche qui revient comme ça, ben, je crois que ce circuit-là, on ne peut pas l'utiliser lorsqu'on parle de la pulsion invocante. En ce sens que si on essaye de penser le trajet de la pulsion invocante, ça partirait de la bouche de l'enfant, du cri, ce cri qui irait résonner dans l'oreille de l'autre, qui à partir de là lui-même donnerait de la voix, qui viendrait à ce moment-là résonner dans l'oreille de l'infant. Donc on voit bien que là il y a un trajet tout à fait particulier qui implique de fait l'autre, mais un autre qui a du répondant, au sens où il faut bien effectivement que pour que cette voix, pour que cet appel soit validé, il y ait une réponse de l'autre. Et je crois qu'il y a eu beaucoup d'intuitions cliniques très justes sur des troubles du développement lorsque cet appel n'est pas entendu ou lorsque l'environnement est en difficulté pour pouvoir y apporter une réponse. Voilà. Donc il ne transforme pas le cri en appel. Parce que ce que nous dit Freud dans l'esquisse d'une psychologie scientifique, il nous dit qu'en fait, à l'origine, le cri que l'enfant pousse n'est pas un cri d'appel. Il dit en fait c'est la tentative d'exprimer hors du corps un état de souffrance. Voilà. Et donc le cri serait comme ça cette tentative de rejeter en dehors. Et qu'est-ce qui va faire de ce cri un appel? Ben, c'est l'interprétation que l'environnement va en faire. Alors, on pourrait peut-être poursuivre ce thème-là en parlant du rapport que tu fais de l'importance de la voix par rapport à la question de la loi. Hein, tu dis que la loi, finalement, n'est efficiente que si elle est portée par la voix. C'est-à-dire que je me suis intéressé en fait à quelque chose qui m'avait toujours paru énigmatique. C'est-à-dire pourquoi les religions de la loi, hein, que sont la religion juive, la religion chrétienne et l'islam, toutes ont intégré à l'intérieur de leur dispositif de transmission de la loi la vocalisation. Parce que après tout, je veux dire, si le texte, c'est un texte révélé, un texte divin, il suffirait de le dire. Hein, voilà, ça devrait suffire à soi-même. Or, ce qui est énigmatique, c'est que non, il semblerait que ça ne suffise pas. Et Saint Augustin le dit, très bien dans les Confessions, il dit, bon, quand même, c'est terrible parce que je sens bien que je jouis quand j'entends la parole divine chanter. Et donc, du coup, je me dis, il faudrait faire comme saint Ambroise disait, il faudrait revenir à la parole. Il ne dit pas la parole pure, il dit à la récitation. Déjà, la récitation, c'est proposer quelques accents. Mais donc, il faudrait enlever cette jouissance liée à la vocalisation de la parole divine. Il le sent très bien. Et puis, il dit, mais quand même, le problème, c'est que ça donne une puissance telle à cette parole-là qu'on ne peut pas s'en passer. Et donc on voit là tous les pères de l'Église, c'est quand même incroyable. Je veux dire, il y a eu des conciles entiers qui ont été consacrés à cette question-là. Quand on le regarde, on se dit mais ils n'ont rien d'autre à faire. Hein, c'est pas possible. Est-ce qu'il faut chanter? Est-ce qu'il ne faut pas chanter? S'il faut chanter, comment il faut chanter? Enfin bon, on se dit mais c'est que bien nos bons pères de l'Église avaient perçu qu'il y avait là un enjeu essentiel, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se passer de la jouissance, mais que cette jouissance devait être absolument limitée. Donc moi, l'hypothèse que je fais, c'est que la loi,
signifie, S', c'est-à-dire qu'elle se brûle, elle s'embrase par la présence de cette dimension de jouissance que propose la voix. Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient faire que cette loi n'est pas une loi totale, mais qui est une loi qui nécessite d'être vocalisée et donc à partir de là interprétée, parce que trouvée. Tu parles à la fin du livre des échanges de vive voix. Et du coup, je me suis demandé ce qu'on pouvait penser des échanges Twitter, Facebook, Internet, etc., qui sont des échanges qui, justement, éliminent complètement la voix tout le temps. Ça interroge notre hypermodernité de façon quand même tout à fait spécifique. On voit bien comment les jeunes, quand ils nous envoient les SMS, essayent de réintroduire de la voix là où il n'y en a pas. C'est-à-dire en mettant des petits smileys, en mettant des petits points d'exclamation, enfin en mettant de la ponctuation. C'est-à-dire qu'ils essayent de créer des effets de voix là où ils n'existent pas. Donc ça veut dire qu'on ne se défait pas aussi facilement de ces effets de voix. Mais que quand on veut réellement s'en défaire, c'est, à mon sens, une partie de la subjectivité qui est réellement mise à mal. Moi, je voudrais maintenant t'interroger sur le dernier chapitre concernant la musique techno et les rêves. Parce que je trouve que c'est un travail assez rare actuellement. Il y a peu de travail sur ce qui fait ce que tu appelles l'addiction. Tu n'es pas le seul d'ailleurs. Mais ça, l'addiction des jeunes par rapport à la techno. Tu dis, pourquoi les jeunes écoutent-ils la techno? Alors moi j'ai envie de te dire, pourquoi les parents n'arrivent pas à écouter la techno? Je ne pouvais pas écouter la techno, tu as compris que mon bain culturel ne va pas forcément là-dedans. Et puis, c'est en fait la rencontre d'adolescents. Lorsque j'avais un travail dans une institution qui accueille des adolescents qui, à plusieurs reprises, avaient pu décompenser après des fêtes techno. Alors bien sûr, je veux dire, tu vas me dire, et tu auras raison, qu'il n'y a pas que la musique techno dans les fêtes, ils avalent aussi des produits. Mais j'ai un souvenir très, très fort, très présent d'un jeune patient qui me disait qu'après une de ces fêtes où il avait eu une bouffée délirante, qu'il n'avait plus jamais pris aucun produit, il n'était plus retourné dans les rêves parce qu'il était terrorisé que ça recommence. Par contre, il écoutait de façon quasi continue dans un casque cette musique techno. Et il sentait là, à ce moment-là, une sensation, je dirais, quasiment de complétude. Voilà. Et ça venait combler quelque chose. Donc c'est ça qui m'a fait penser à l'idée qu'il y avait une espèce d'équivalent toxicomaniaque qu'on pourrait appeler un équivalent mélomaniaque, le mélomane. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant que la langue française ait eu le génie de faire de l'amoureux de la musique, non pas un mélophile, quelqu'un qui serait un amoureux de la musique, phile en grec c'est l'amour, mais un mélomane. Manie en grec c'est la possession, c'est la folie. Donc Héraclès à la fin, quand il devient fou, il est maniaque au sens grec du terme. Donc ces jeunes sont mélomaniaques, comme on pourrait dire toxicomaniaques. Moi très longtemps j'ai pas pu écouter cette musique techno. Et puis un jour, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, puis j'en ai parlé avec mes étudiants, et mes étudiants m'ont dit on va vous amener dans une rêve, il faut que vous soyez un petit peu déniaisés. Donc j'étais beaucoup plus jeune, je veux dire, mais donc ils m'avaient déguisé, ils m'avaient mis un petit béret là, parce qu'ils m'ont dit sinon on va penser que vous êtes des RG, vous êtes trop vieux pour venir en rêve. Et puis tout d'un coup, j'ai compris en participant, je veux dire, quel était l'enjeu, je crois, ou en tout cas un des enjeux de cette musique. À ce moment-là, je me suis mis à étudier cette musique très sérieusement, dont je crois que c'est vraiment un des phénomènes musicaux essentiels de la fin du XXe siècle, de fait. Je crois que la vraie rupture musicale, c'est la musique contemporaine avec Steve Reich, tous les grands contemporains, à partir de Schoenberg, et la musique techno, en ce sens que la musique techno va mettre au devant de sa production
un des paramètres du son qui est un des paramètres les plus étranges, c'est le timbre. En fait, tous les paramètres du son, on peut les mesurer. On peut mesurer la puissance, ça va être en décibels. On peut mesurer la hauteur, ça va être en hertz. On peut mesurer la durée, ça va être en secondes. On ne peut pas mesurer le timbre. Le timbre n'a pas d'unité de mesure. D'ailleurs, essaye de définir un timbre de voix. Tu vas rajouter comme ça des adjectifs ad infinitum, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, ce qui me fait dire, c'est que le timbre, cette dimension du timbre, c'est la dimension réelle du son. Voilà. Au plus proche du réel, en ce sens qu'il échappe à la dimension d'emprise du symbolique. Donc, si cette musique met en avant le timbre, on pourrait dire que c'est une musique qui est au plus proche du réel, en tout cas qui tente d'aller fréquenter quelque chose du réel. Et tu sais très bien que la passe adolescente, le moment adolescent, c'est un moment où cette question du réel se repose, se réélabore, où l'adolescent va venir fréquenter cette question-là. Et je crois que le dispositif techno, c'est une modalité d'aller contacter cette chose, et cette chose musicale, hein, mais chose au sens où Lacan nous en parle dans le séminaire 7, hein, je veux dire, cet objet qui nous fait horreur et qui pourtant oriente notre quête, et que tout dispositif culturel ou artistique tente à la fois de convoquer et de révoquer.